En Amérique du Sud vivent des oiseaux extraordinaires. Ils font partie des animaux les plus étonnants de notre planète. Ils sont fascinants à observer. Ces oiseaux, ce sont les colibris. Leur couleur chatoyante et leurs prouesses aériennes les rendent uniques au monde. Raison pour laquelle ils sont traqués comme les plus grandes stars. Mais que savons-nous d'eux? D'abord, ils sont minuscules, d'où leur surnom d'oiseaux-mouches. Ils font même partie des plus petits animaux à sang chaud du monde. Ensuite, ils vivent à 100 à l'heure, à tel point qu'il est difficile de distinguer nettement leurs contours. Pour mieux les étudier, il faut commencer par ralentir un peu leur rythme frénétique. Une caméra à haute vitesse permet de pénétrer dans leur monde secret. Le comportement des colibris reste en grande partie mystérieux. Nous savons qu'ils sont tributaires des fleurs pour se nourrir. Le nectar est leur carburant. Nous savons aussi qu'on ne les trouve que sur le continent américain. La majorité des espèces vit en Amérique du Sud. C'est d'ailleurs là-bas que notre enquête commence. Ici, de nombreuses plantes les utilisent comme messagers. Mais ce n'était pas ce que prévoyait le contrat de départ. Car quand les fleurs sont apparues il y a plus de 60 millions d'années, les colibris n'existaient pas encore. À l'origine, c'étaient les insectes qui assuraient la pollinisation. Aujourd'hui, c'est encore très souvent le cas. En butinant, les papillons transportent du pollen d'une fleur à l'autre. Les plantes sont fécondées et les insectes sont nourris. Chacun y trouve son compte. Cette relation d'échange a parfaitement fonctionné pendant très longtemps. Puis soudain, certaines plantes n'ont plus eu recours à leurs coursiers habituels. Pour quelle raison? La réponse se trouve dans les massifs forestiers d'Amérique du Sud. Ici, les matins sont froids et humides. Dans de telles conditions, les papillons ont du mal à voler. Les insectes sont des animaux à sang froid. Leur température corporelle est la même que celle de l'air ambiant, ce qui explique leur léthargie quand il fait frais. En montagne, les plantes ne peuvent pas compter sur eux comme messagers et doivent leur trouver des remplaçants plus fiables. Nous ne saurons jamais avec certitude où le changement s'est produit. Mais c'est quelque part,
peut-être ici, sur les hauts plateaux brésiliens, que les plantes ont changé de fournisseur. Le nouveau contrat remonte probablement à une 50aine de millions d'années, et c'est un oiseau qui a été choisi. Pour cet ancêtre des colibris actuels, qui devait ressembler à ce colibri tacheté, cet accord signifiait aussi plus de chances de survie. À l'origine, il mangeait sans doute des insectes et des araignées et avait un bec relativement épais. Un jour, il a été attiré par des fleurs. Peut-être était-ce pour extraire des insectes tombés dans la corolle de l'une d'elles. Toujours est-il que, l'habitude venant, il s'est mis à transporter du pollen d'une fleur à l'autre et à se nourrir de nectar. Au fil des millénaires, son bec s'est affiné et allongé. Pour atteindre les fleurs, il devait aussi être capable de véritables prouesses aériennes. C'est la raison pour laquelle il est devenu de plus en plus petit et de plus en plus agile. Sa langue s'est allongée, de façon à pouvoir plonger au cœur des fleurs. Cette activité consomme une énergie phénoménale. Dans un souci vital d'économie, son corps s'est donc peu à peu allégé. Les pattes et les doigts des colibris actuels sont si petits qu'ils ne peuvent ni marcher ni sautiller. Ils peuvent uniquement se percher sur une branche. Les premiers colibris proposaient un service digne de confiance aux plantes dont ils dépendaient. Ils étaient capables de voler par tous les temps en transportant du pollen. Pendant des millions d'années, ils sont restés très généralistes, se nourrissant d'une grande variété de fleurs. De nombreuses espèces de plantes se sont alors associées avec ces nouveaux pollinisateurs. Aujourd'hui, elles sont plus de 8000 à dépendre des oiseaux-mouches. Mais dans ce contrat, les plantes aussi ont leurs obligations. Elles doivent fournir plus de nourriture à leurs coursiers, car les oiseaux dépensent 10 fois plus d'énergie que les insectes dont ils ont pris la place. Chaque jour, un colibri récolte plus que son propre poids en nectar. Les fleurs produisent donc une grande quantité de liquide sucré pour satisfaire l'appétit de leurs messagers. Pendant longtemps, les spécialistes ont cru que les plantes dont se nourrissent les colibris arboraient des fleurs oranges ou rouges pour les attirer. La réalité est bien plus étonnante. Les abeilles ne distinguent pas le rouge du vert. Les plantes cachent ainsi leur précieux nectar à ces insectes daltoniens.
En revanche, elles annoncent clairement la couleur aux oiseaux. Ces derniers aussi ont dû faire des efforts. Afin de se protéger encore plus des insectes, les plantes présentent des fleurs longues et minces, situées à l'extrémité de leurs tiges. Seul un animal capable d'une grande précision en vol stationnaire peut les atteindre. C'est le cas des colibris, mais cette technique est épuisante. D'un côté, ils ont l'exclusivité d'une nourriture riche en énergie, mais de l'autre, ils en dépensent énormément pour s'alimenter. C'est un équilibre délicat que les oiseaux-mouches doivent gérer. Une de leurs caractéristiques est leur aptitude à garder leur position dans l'espace. Aucune autre espèce n'en est capable. Le sucrier à ventre jaune s'y essaie malgré tout. Comparé aux colibris, tous les autres oiseaux paraissent maladroits. Cela tient à la façon dont volent les oiseaux-mouches. Pratiquement tous les oiseaux génèrent de la portance en rabattant leurs ailes vers le bas. Puis ils replient leurs ailes lorsqu'ils les ramènent vers le haut. Les colibris, eux, gardent leurs ailes tout le temps déployées. Et c'est l'articulation de leur épaule qui pivote. Ils génèrent ainsi de la portance lors des deux mouvements, vers le bas et vers le haut. Cette particularité leur confère un avantage considérable et fait d'eux les plus grands acrobates aériens du règne animal. Rien ne pouvait rivaliser avec un colibri, jusqu'à ce qu'une société de robotique californienne en construise un. Tout comme les vrais, ils volent grâce à la double poussée de ses ailes. Cette prouesse technique est tellement réaliste qu'elle trompe même un véritable oiseau-mouche. Propriétaire de ce jardin de la banlieue de Los Angeles, ce colibri d'haleine n'a aucune envie de le partager. La situation atteint un stade critique quand le robot s'approche de l'abreuvoir à nectar du vrai colibri, qui passe aussitôt à l'attaque. Il a beau être 4 fois plus petit, il n'hésite pas une seconde à piquer sur l'intrus. Mu par des piles, le robot a une autonomie de seulement quelques minutes. Les colibris, eux, sont capables de rester en vol pendant des heures. Ils peuvent manœuvrer dans tous les sens et même voler à reculons. Ils peuvent aussi tourner sur eux-mêmes ou voler sur le dos. C'est pour atteindre les fleurs les plus difficiles d'accès qu'ils ont développé ces talents de voltigeurs.
Mais cette virtuosité a un coût énergétique. En vol, les colibris ont la consommation en oxygène la plus élevée de tous les vertébrés. Ils battent des ailes 80 fois par seconde. Ils doivent donc alimenter leurs muscles en oxygène. Lorsqu'ils sont perchés, leur rythme cardiaque est d'environ 400 pulsations par minute. En vol, ils passent à 1200. Mais ce n'est pas suffisant quand ils font du surplace. Leur cœur se dilate alors de manière à envoyer encore plus de sang à chaque battement. La circulation sanguine du cœur vers les poumons et les muscles, puis le retour vers le cœur, s'effectue en moins d'une seconde. Comme tous les sportifs de haut niveau, quand ils ne sont pas en train de se nourrir, les colibris se reposent afin d'économiser leur énergie. En fait, ils passent 80% de leur temps perchés, ce qui leur permet d'étirer leurs muscles et de lisser leurs plumes. Les averses sont une autre occasion d'entretenir ce magnifique plumage. À la différence des insectes, les oiseaux-mouches adorent la pluie et ne perdent jamais une occasion de prendre une bonne douche. Même le sucrier à ventre jaune en profite. Mais la récréation est de courte durée. Les colibris doivent se nourrir en moyenne toutes les 15 minutes. La mort par inanition n'est souvent qu'une question d'heures. Dans ces conditions, pas question de perdre du temps à visiter des fleurs qui ne contiennent pas de nectar. Est-il possible qu'ils se souviennent de toutes celles où ils sont déjà passés ? C'est envisageable quand il n'y en a qu'une ou deux par tige. Mais comment font-ils avec un arbuste comme celui-ci? Pourtant, même surlippés, les colibris savent exactement quelles fleurs ils ont déjà butinées. Un exploit pour un cerveau aussi minuscule. Les plantes ont joué un rôle essentiel dans l'évolution de la taille, du mécanisme de vol et du métabolisme extrêmement rapide des colibris. Mais les oiseaux ne peuvent pas vivre uniquement de nectar. Ils ont aussi besoin de protéines qu'ils attrapent en plein vol avec une précision remarquable. Ça ne marche pas à tous les coups, mais presque. Cette source de protéines leur permet de renforcer leurs muscles et de muer. La seule difficulté est de ne pas s'étouffer en avalant une mouche.
ont des caractéristiques uniques, les colibris partagent avec les autres familles d'oiseaux la nécessité de se reproduire. La coquette de Poplar mâle a une façon étrange d'impressionner les filles. Sa cour ne dure que quelques secondes. Elle était passée complètement inaperçue jusqu'à ce que des images ralenties n'en dévoilent le secret. Cette débauche d'énergie est peut-être justement un moyen pour le mâle de faire étalage de sa résistance. Malgré tous ses efforts, la femelle n'est pas du tout impressionnée. C'est la femelle seule qui bâtit le nid et couve. Mais chez les colibris, les choses ne sont jamais simples. La femelle doit rester pendant de longues périodes dans son nid pour réchauffer les œufs. Pour cela, elle est obligée d'abaisser sa température corporelle. C'est la seule solution pour réduire le temps passé à se nourrir. C'est lorsqu'ils viennent d'éclore que les colibris sont le plus vulnérables. Ils doivent éviter d'attirer l'attention. Quand le duvet de leur dos perçoit l'air déplacé par les ailes de leur mère, ils réclament à manger à gorge déployée, mais en silence. Les oisillons se gorgent d'un mélange très nourrissant de nectar, de pollen et d'insectes. Malgré ces soins attentifs, peu d'oisillons parviennent à l'âge adulte. Les adultes eux-mêmes sont confrontés à un problème de taille. Puisqu'ils sont obligés de se nourrir tous les quarts d'heure, une fois la nuit tombée, comment font-ils pour survivre jusqu'au lendemain matin ? Leur température corporelle chute et leur rythme cardiaque passe à 40 pulsations par minute. Ainsi, ils ne consomment plus qu'un centième de l'énergie qu'ils brûlent en vol. Mais ce n'est pas sans danger. Quand ils sont plongés dans cette torpeur, ils ne peuvent plus bouger ni échapper à un prédateur nocturne. Lorsque le jour se lève, ils frissonnent pour se réchauffer et mettent parfois une demi-heure à retrouver un métabolisme normal. Aussi extrême que cela puisse paraître, c'est à ce prix que les colibris ont une chance de survivre à la nuit. Une existence aussi trépidante nécessite de pouvoir faire le plein de nectar à tout moment.
Pour cela, la plupart des espèces gardent jalousement un territoire suffisamment riche en fleurs. Chacun surveille son domaine, prêt à repousser impitoyablement les voleurs de nectar, comme cette femelle coquette de Poplar. Le plus souvent, l'intrus bat en retraite sans insister. Le propriétaire défend aussi son territoire en exhibant son extraordinaire plumage. Les plumes des colibris sont iridescentes. Leurs couleurs ne sont pas dues à des pigments, mais à de microscopiques bulles d'air emprisonnées dans les barbules qui réfractent et reflètent la lumière. Les plumes paraissent éblouissantes ou très ternes selon l'angle de vue. Si afficher ses plus belles couleurs ne suffit pas à décourager les intrus, il y a aussi une méthode plus directe. Malgré leur petite taille et leur allure fragile, les colibris sont extrêmement belliqueux. La défense de leur territoire et de leur source de nourriture est une question de vie ou de mort. Les combats aériens sont spectaculaires. La bataille pour les fleurs ne s'arrête jamais. Dans le nord du Brésil, certains territoires ne sont ouverts que quelques heures par jour. Les cactus qui ont poussé sur la roche nue fleurissent uniquement l'après-midi. Le reste du temps, leurs fleurs se cachent à l'intérieur de ces étranges calottes et le jardin de pierre est désert. Mais dès qu'elles éclosent, les colibris apparaissent comme par magie. Ils savent à quel moment de la journée le nectar est disponible.
Tout en se régalant, ils transportent d'une fleur à l'autre le pollen qui se colle sur leur bec. Les colibris se sont partagés le secteur. Chacun défend son espace aérien et en chasse les indésirables. Intrépides, ils attaquent tout oiseau qui s'aventure sur leur domaine et n'ont même pas un regard pour un lézard aussi gros qu'eux. En revanche, ils reculent devant les abeilles et les guêpes. Compte tenu de leur petite taille, une piqûre leur serait fatale. Ils se gorgent ainsi de nectar jusqu'au soir. Et dès que la lumière baisse, ils disparaissent les uns après les autres jusqu'au lendemain. Grâce à leur remarquable faculté d'adaptation, les colibris se sont implantés dans des habitats très différents. Mais tous ces biotopes ont un point commun: des fleurs en quête d'un pollinisateur efficace. Il y a 20 millions d'années, la tectonique des plaques a provoqué le soulèvement majeur de la chaîne andine. Culminant à plus de 5000 mètres, la sierra volcanique a créé de nouveaux habitats pour les oiseaux. Mais qui dit nouvel environnement, dit nouveaux défis. En haute montagne, l'oxygène est plus rare et l'air moins dense. Certaines plantes ont apporté une aide bienvenue à leurs partenaires ailés. Le colibri étincelant peut s'accrocher au robuste fuchsia pendant qu'il se nourrit, économisant ainsi une énergie précieuse. Les moyens d'adaptation varient selon les espèces. Le colibri géant est doté d'ailes immenses qui compensent la faible densité de l'air. De plus, la pointe de ses deux ailes se touche presque à chaque battement. Cette amplitude de mouvement augmente la portance. Le colibri géant est le plus grand des oiseaux-mouches. Il fait environ le même poids qu'une mésange charbonnière. Dans les Andes, la diversité des habitats a engendré une explosion des espèces de colibris. La moitié d'entre elles vivent dans ces régions montagneuses, près des plantes qui les nourrissent. Certaines plantes ont noué des liens encore plus étroits avec les oiseaux pollinisateurs. Les fleurs des brugmansia, appelées aussi trompettes des anges, font une vingtaine de centimètres de long. Le nectar se trouve tout au fond de cet entonnoir, hors de portée de la majorité des colibris. Ce colibri de Matthews n'a aucune chance d'y accéder.
Seul un oiseau-mouche est vraiment équipé pour cette opération. Le colibri porte-épée. Son bec est plus long que son corps. Rapporté à sa taille, c'est même lui qui a le bec le plus long de tous les oiseaux. Un grand bec présente aussi d'autres avantages. Les brugmansias ne sont pas les seules plantes qui se soient associées avec le porte-épée. La fleur de cette espèce de passiflore est elle aussi de forme tubulaire. Quand il s'enfonce à l'intérieur, l'oiseau se tache de pollen. En passant d'une fleur à l'autre, il dissémine les grains microscopiques. Grâce à ce contrat d'exclusivité avec le colibri, les trompettes des anges et les passiflores augmentent leurs chances de pollinisation. De son côté, le porte-épée dispose de réserves quasi inépuisables de nectar. Les deux parties sont gagnantes. Une relation encore plus étroite existe entre les plantes du genre Heliconia et une espèce particulière de colibri. La fleur se dissimule dans des bractées rouges assez coriaces. D'une belle couleur jaune, elle est très incurvée. Le bec en faucille-aigle est le seul à pouvoir l'atteindre. La forme de son bec correspond parfaitement à la courbe de la fleur. Lui aussi assure la pollinisation de cette plante. Puisque le nectar des Heliconia lui est réservé, le bec en faucille-aigle n'a pas besoin de défendre son territoire. Il passe ses journées à voler tranquillement d'une grappe de fleurs à l'autre. C'est aussi pour cette raison qu'il a un plumage plutôt terne, comparé aux couleurs éclatantes des fleurs dont il se nourrit. Il y a 6 millions d'années, l'évolution des colibris a pris un tour nouveau. Certaines espèces sont devenues encore plus petites. Ces lilliputiens comptent parmi les plus petits animaux à sang chaud qui existent. Certains pèsent environ 2 grammes.
Plus petits que les autres espèces, ils ont aussi une apparence et un comportement différents. Leur manière de voler s'apparente davantage à celle d'un insecte. Ils n'ont pas de territoire défini et se nourrissent du nectar de nombreuses plantes. Mais une question se pose. Pourquoi ces minuscules colibris magenta ne sont-ils pas repoussés par le colibri d'Abéier, nettement plus gros et très agressif quand on empiète sur son territoire? Bizarrement, le colibri magenta n'a pas l'air d'avoir du tout peur. Il est possible que le colibri d'Abéier n'identifie pas le magenta comme un colibri. Peut-être s'imagine-t-il avoir affaire à un insecte. Il va même jusqu'à partager une fleur avec le petit chapardeur. Les colibris ont une peur instinctive des guêpes et des abeilles. Serait-ce là la raison d'une telle passivité à l'égard de l'intrus? Les mini-colibris seraient originaires d'Amérique centrale, d'où ils auraient essaimé beaucoup plus loin au nord, attirés par l'abondance et la variété des fleurs. Mais au nord, les hivers sont froids. C'est pour cela qu'à l'automne, les colibris à gorge rubis doivent migrer vers le sud avant que les fleurs ne se fanent, sous peine de se retrouver sans nourriture. Dès septembre, ils font étape dans des villes comme Rockport, au Texas. Certains ont déjà parcouru plus de 3000 km depuis le Canada. Pour beaucoup, le plus grand défi reste à venir. Pour descendre encore plus au sud, ils vont devoir traverser le golfe du Mexique. De nombreux habitants ont installé des abreuvoirs. Quand ils arrivent, les colibris se gorgent de ce liquide riche en sucre. En 3 jours, un oiseau peut quasiment doubler son poids. À Rockport, la fête des colibris célèbre l'arrivée des oiseaux-mouches.
Les touristes venus de tout le continent nord-américain se pressent pour admirer les minuscules voyageurs. Oh Lord, that is going to be one of the most unusual pictures ever. You're going to have to show it to your principal. Oh yes. Absolutely. Yeah. Absolutely. Au plus fort de la migration, la ville est envahie par des dizaines de milliers de colibris. C'est un spectacle unique au monde. Cela a donné des idées aux gens du cru. Ils ont lancé la mode du casque abreuvoir. Lorsque les colibris ont pris suffisamment de poids, ils s'envolent jusqu'à la côte où les attend l'épreuve la plus difficile de leur existence. Pour des oiseaux aussi petits, un vol de nuit de plus de 800 km sans escale est une véritable odyssée. Une dernière gorgée de nectar, et ils sont partis. Récemment, des scientifiques sont parvenus à localiser les colibris grâce au radar Doppler du Service météorologique national des États-Unis. Conçu pour détecter les gouttes d'eau au sein des nuages, cet appareil sophistiqué a révélé une petite partie du chemin emprunté par les nuées de colibris. Mais le reste de leur voyage reste un mystère. Pour le moment, les secrets des colibris sont encore bien gardés. Mais une chose est certaine, ces minuscules voltigeurs aux couleurs éclatantes sont de véritables joyaux de la nature.